Aujourd'hui, je vais vous parler de Mélenchon et Zemmour dans les élections présidentielles françaises. Ça fait suite au premier épisode que j'avais fait, puisque entre-temps il y a eu de nouveaux débats. Et il est toujours intéressant de faire une synthèse entre ces deux candidats qui sont les deux seuls vrais candidats souverainistes sur la liste électorale française. Puisque la droite classique est tout à fait mondialiste, Macron, malgré son revirement de dernière minute, est également un mondialiste, même s'il tente de faire croire le contraire, notamment en rachetant les turbines Alstom, aujourd'hui qu'il a lui-même vendues il y a quelques années, dans un réveil patriotique pro-nucléaire sorti du chapeau. Mais soyons tout de même éveillés et rappelons-nous les faits. Monsieur Macron a commencé à vendre la France morceau par morceau jusqu'à la crise du Covid, où tout d'un coup nous nous sommes réveillés de ce rêve mondialiste en découvrant l'intérêt d'avoir des frontières, du protectionnisme et la possibilité d'aider les plus faibles d'entre nous face à cette crise sanitaire. Donc, soyons clairs, les deux seuls candidats souverainistes aujourd'hui, c'est Zemmour et Mélenchon. Alors, je ne parle pas de Le Pen, puisque de toute façon, elle est déclassée d'ores et déjà. Donc, on va se concentrer sur ce qu'il y a de commun à ces deux candidats, puisque ce qu'il y a de différent, je pense que nous sommes tous au courant. Par contre, ce qu'il y a de commun, un peu moins, puisque ils font tout en leur... enfin, ils font le maximum pour se différencier l'un de l'autre, alors qu'ils ont beaucoup de choses communes. Alors, la première chose, c'est naturellement deux souverainistes. Alors, quand on est souverainiste, de fait, on est pour du protectionnisme, c'est-à-dire arrêter ce libre-échangisme fou, faire des circuits courts en interne, ce qui rejoint une notion d'écologie. Écologie qui, je rappelle, veut dire la gestion de la maison, hein, au sens premier du terme, c'est-à-dire notre maison commune qu'il faut protéger, mais également nous protéger les plus faibles d'entre nous, que ce soit les personnes âgées, malades, mais également les personnes en détresse, qui n'ont pas de travail, qui ont du mal à terminer les fins de mois. Voilà, il faut commencer d'abord à nous protéger et à ranger notre maison avant d'aller vouloir ranger celle des autres, ce qui est malvenu lorsque notre propre maison est dans un état pitoyable. Ça, c'est une petite parenthèse sur un autre point commun aux deux, c'est qu'ils ne veulent absolument pas aller faire la guerre à M. Poutine dans ce délire américain et ukrainien de va-t-en-guerre dans un délire total qui n'a aucun sens pour nous les Européens. Heureusement, les Allemands et les Français gardent la tête froide à ce sujet. C'est tout simplement parce que les Américains ne veulent pas que les Russes nous vendent son gaz. C'est aussi bête que ça. Le prétexte de l'Ukraine est tout à fait idéal pour empêcher la Russie d'alimenter l'Allemagne. Et l'Allemagne n'est pas vraiment d'accord avec les Américains pour une fois, donc ça c'est intéressant. Donc cet esprit de protectionnisme également est l'esprit de vouloir créer des grands programmes de développement, ce qu'avait fait De Gaulle en son temps. Les deux ont cette optique-là, même si Mélenchon fait croire qu'il est anti-nucléaire, alors qu'il ne l'est pas. De toute façon, nous n'avons pas le choix en France et en Europe en général, nous n'avons pas de ressources pétrolières, nous n'avons pas de gaz, ou très peu, du charbon un peu, mais bon, c'est hyper polluant, donc on ne va pas refaire du charbon, ça n'aurait aucun sens. Donc voilà, si vous voulez, le patriotisme d'un Zemmour ou d'un Mélenchon fait qu'ils ont beaucoup de points communs dans le protectionnisme, dans le développement de grands projets français, dans la volonté de redonner à la France une puissance régionale et internationale, que la France doit être un pays non aligné, c'est-à-dire aussi bien
Notre ennemi peut être aussi bien américain que russe. Ça va dépendre des circonstances géopolitiques du moment et de nos intérêts. La France a des intérêts, notamment en Afrique, même s'il faut arrêter toute idée de velléité de vouloir imposer à d'autres pays notre volonté impérialiste à l'américaine. Les deux sont contre, mais nous avons des intérêts, ces intérêts doivent être protégés et sauvegardés pour le bien national. Concernant les frontières, le protectionnisme, arrêter ce mondialisme fou, les deux sont d'accord. Je rappelle qu'il faut du protectionnisme, je rappelle que une société comme Apple qui va atteindre les 2000 milliards de capitalisation est quelque chose d'absolument fou parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir au sein du comité directionnel d'Apple. Il n'y a pas de contre-pouvoir, si ce n'est la menace d'État, mais comme l'Europe ou les États-Unis, de vouloir démanteler la société Apple ou Google. Voilà. Au sein de cette société, il n'y a pas de contre-pouvoir. Donc c'est des sociétés qui ont une telle puissance financière, technologique, qu'elles peuvent changer et faire basculer le monde dans un nouveau paradigme, d'accord, qui n'est pas forcément pour le bien commun de tous. Donc ça c'est pareil, donc protectionnisme, il faut se mettre un peu de distance entre ces sociétés et nous protéger d'elles-mêmes, enfin d'elles, et nous protéger de fait contre ce pouvoir invasif qu'elles ont sur nous, de contrôle, de surveillance, ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance, etc. Donc les deux là-dessus sont plus ou moins d'accord. Une puissance militaire qui devait être préservée, puisque la France est une puissance militaire. Nous avons un domaine maritime énorme, le deuxième ou le troisième au monde. Nous avons besoin d'une flotte militaire pour surveiller nos possessions. Nous avons besoin d'une police, même si Mélenchon, c'est son côté gauchiste, va décrier les flics, etc. Mais en fait, ce n'est pas les flics qu'il n'aime pas, c'est les chefs, les petits chefs, ou les moyens grands chefs et les grands chefs même, de la police, parce que c'est eux qui donnent des ordres malsains, mais ils ne font qu'obéir au gouvernement Macron. Donc quand Mélenchon tape sur les flics, en réalité il tape sur Macron. C'est une façon de faire, et c'est une façon aussi de brosser son électorat indigéniste dans le sens du poil, pour faire croire qu'il est totalement anti-flic, mais en réalité ce n'est pas le cas. Une nation a besoin de la police, nous avons besoin de la police pour nous protéger. S'il y a eu des abus et des erreurs, c'est parce qu'elle a été mal dirigée, avant tout. Donc la police, l'armée, tous ces facteurs sont des facteurs de souverainisme. Ensuite, l'Europe, si vous voulez, l'Europe c'est pareil. Alors avant l'Europe, l'OTAN, les deux sont plus ou moins d'accord pour sortir de l'OTAN, ou tout du moins changer l'OTAN qui n'a plus aucun sens aujourd'hui puisqu'il n'y a plus d'Union soviétique, doit-on le rappeler. Ensuite, deuxième, l'Europe, la France n'est pas l'Angleterre, donc nous n'allons pas sortir de l'Europe, nous allons transformer l'Europe de l'intérieur. Les deux ont la même idée, plus ou moins chasser Bruxelles, redonner du sens logique à l'Europe, créer une Europe fédérale des nations, une entraide des nations. On peut mettre en ressources communes une partie de la police, de l'armée, de certaines entreprises, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'en cas de moindre crise, etc., chacun va tirer la couverture à lui. Nous l'avons vu avec la crise sanitaire du Covid, les Allemands se sont repliés sur eux-mêmes, je veux dire c'est naturel, la France également, un peu trop tard. Nous nous sommes souvenus de l'intérêt de nous protéger, d'être plus indépendants, de ne pas devoir compter sur des technologies extérieures pour notre santé publique. Donc tout ça fait que les deux sont souverainistes, hein, d'accord, il faut être clair là-dessus. Même s'il y en a un qui se dit plus amoureux de la France et l'autre plus amoureux de la République, mais l'un dans l'autre, les deux ont du respect pour la culture française, puisque qu'est-ce qui définit une république, la République française ou la France? C'est avant tout la possibilité de recevoir une
éducation. D'accord? Alors, éducation, ce n'est pas instruction. L'éducation, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble. C'est de respecter les lois de la République, les traditions de la France, cette civilisation française et européenne. L'éducation, c'est ce qui va nous rendre civiques, de ne pas détériorer le bien commun, de ne pas saccager tout, de respecter autrui, de respecter les femmes, d'être modéré dans nos propos, d'être civilisé en quelque sorte, si vous voulez. Cette éducation, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble. Cette éducation à la française, notamment, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble et qui va nous donner la possibilité de recevoir une instruction. L'instruction, c'est ce qu'on reçoit par l'école, d'accord, pour apprendre un métier, apprendre à compter, à lire, apprendre la littérature, la philosophie, etc. L'éducation à la française et l'instruction à la française est quelque chose qui est très apprécié à l'international, d'accord. Pour ceux qui voyagent, ils s'en rendent compte. C'est-à-dire, en fait, même si notre école est extrêmement dégradée aujourd'hui, nous avons toujours nos enfants, nous avons reçu, j'ai reçu, vous avez reçu, nous avons reçu une éducation. Normalement, nos parents doivent nous la donner assez rapidement, mais l'école aussi nous donne une éducation. C'est ce qui manque peut-être aujourd'hui, d'une manière générale. Cette idée de l'école en uniforme et autres, qu'à Zemmour, mais je pense que Mélenchon n'est pas loin de là non plus. Cette éducation est primordiale, c'est ce qui va nous permettre de vivre ensemble. Quand un étranger veut s'intégrer à la France, il doit accepter l'éducation française, pour lui-même, mais également pour ses enfants. L'éducation française, c'est pouvoir vivre ensemble, c'est respecter des codes civiques, mais également moraux, civilisationnels. Comment parler, comment échanger avec autrui, comment respecter la queue quand on va faire des courses, voilà, tout ça, ce sont ces petits détails qui font qu'on peut arriver à vivre ensemble dans cette éducation commune, dans cette civilisation, et ensuite recevoir une instruction par l'école, histoire géo, maths, philosophie, et ainsi de suite. C'est ce qui crée le citoyen français, c'est ce qui crée le français. C'est ce qui m'a créé, moi qui suis un étranger. J'ai intégré, embrassé le système d'éducation français et j'ai reçu une instruction par l'école française. Et ensuite j'ai fait mon service militaire volontaire et j'ai opté pour la nationalité française à mes 18 ans. Voilà. D'accord, c'est un choix et qui me convient, que j'aime. J'aime la France, j'aime cette éducation, j'aime cette instruction, j'aime cet esprit français, j'aime cette culture française et j'aime d'une manière générale la civilisation française et européenne, puisque nous appartenons à la civilisation européenne occidentale. Alors, pourquoi occidentale? Petite parenthèse, c'est qu'en fait, vous avez deux occidents, vous avez l'occident, on va dire, occidental, et l'occident oriental, c'est-à-dire russe, slave dans une manière générale, qui va s'arrêter à l'Ukraine, on peut le dire. Ce n'est pas les mêmes mentalités. Les peuples d'Europe centrale, enfin orientale, européens, n'ont pas la même mentalité que les peuples occidentaux. Les peuples occidentaux, nous sommes beaucoup plus attachés à la liberté individuelle, c'est quelque chose que nous chérissons, qui est dans nos tripes, alors que les Russes ont ce côté oriental, où ils ont une conscience collective plus forte. C'est moins des individualistes acharnés comme nous les occidentaux, notamment nordiques. Nous sommes extrêmement attachés à la liberté individuelle, c'est ce qui a créé la société occidentale, la guerre de 30 ans et autres. Tout notre système politique est basé sur la liberté individuelle, la liberté d'entreprendre bien sûr, mais la liberté de penser, la liberté d'agir. Et c'est pour ça que ces histoires de passe sanitaire et ainsi de suite ne fonctionnent pas en Occident, ou très mal, puisque c'est une atteinte à notre liberté individuelle. Je rappelle que tous les systèmes messianistes, communistes, fascistes et autres, qui cherchent à imposer le bonheur individuel par la violence de l'élite, du petit groupe qui détiendrait une vérité, n'a jamais fonctionné en Occident. Ça a fonctionné en Russie. Hein, même aujourd'hui, la Russie est un État fort, qui ne pourrait pas fonctionner en France, ou en Occident, ou en Angleterre, ou en Allemagne, parce que nous sommes trop attachés à cette liberté individuelle, cette liberté individuelle qui est un marqueur de la société occidentale
qu'est la nôtre et notre civilisation. C'est pour ça que quand les étrangers s'intègrent à la France et à l'Europe, ils doivent accepter cette éducation, d'accord, cette civilisation. La liberté individuelle, la liberté des femmes, la liberté des hommes, la liberté de s'habiller, la liberté de provoquer, la liberté de penser, de se contredire, la liberté du débat, la liberté de... Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est typiquement européen et typiquement français. Typiquement français. Nous sommes tous des hommes politiques en France, nous adorons la politique. C'est un droit quasi fondamental pour nous de discuter, d'argumenter, de nous batailler sur des idées. Mais c'est des idées en général de liberté. Donc ça c'est aussi un trait commun aux deux candidats. Ils ont le goût du débat et le goût de la bataille intellectuelle. Mais même s'il y a une différence fondamentale sur l'aspect à la richesse, pour Zemmour est un capitaliste libéral, donc pour lui le capitalisme est sain, dans le sens où si des riches deviennent riches, c'est qu'ils travaillent plus, ou ils ont un plus grand talent, etc. Rien à dire là-dessus, nous ne voulons pas une société d'équilibre à tout prix, nous voulons une société d'équité. C'est-à-dire que tout le monde ait la chance, une chance de réussite, etc. Certains travailleront plus, auront plus de succès que d'autres, c'est normal, c'est ainsi. Rien n'est égalitaire dans le monde, c'est quelque chose qu'on doit accepter. Par contre, de s'enrichir au-delà d'une certaine... je veux dire, pourquoi devenir tellement riche qu'in fine vous allez faire basculer votre fortune dans une fondation pour pouvoir la donner, ou plus ou moins la donner, en réalité il se la garde, enfin il la distribue de manière un peu condescendante à qui veut bien, ou qui le mérite, etc., etc. Mais y a-t-il une logique à devenir tellement riche que vous ne savez plus quoi faire avec votre argent? Je pense que non, et là je rejoindrai un peu Mélenchon, c'est-à-dire en fait au bout d'un moment, la richesse amenant la richesse, au bout d'un moment il faut arrêter, et puis se dire que voilà, ça suffit, et redistribuer l'argent, redistribuer cela pour aider les plus faibles, les plus faux, faire des constructions, faire du bien commun. Là, moi je suis pas du tout contre, mais je pense que Zemmour non plus dans l'absolu, ce n'est pas une atteinte au droit d'entreprendre, ce n'est pas une atteinte à la liberté individuelle d'entreprendre et de développer une entreprise, c'est qu'au bout d'un moment, ça n'a plus aucun sens d'accumuler une fortune pour l'argent. L'argent pour l'argent n'a pas de sens. L'argent est un moyen qui doit être partagé. Si c'est pour garder de l'argent sur un compte aux îles Caïmans et tous les jours se connecter sur son compte en banque et puis se faire une branlette intellectuelle en regardant ses milliards, ça devient malsain. L'argent est fait pour circuler, l'argent est fait pour être partagé et l'argent est fait pour développer. À partir du moment où vous ne développez plus avec cet argent, là on peut réfléchir à des saisies ou tout du moins à vous forcer à réinvestir pour développer le bien commun national. Voilà, d'accord? Ça c'est pareil pour les GAFAM et ainsi de suite. Apple cumule tellement d'argent sur ses comptes dans les îles Caïmans et autres paradis fiscaux qu'elle préfère emprunter sur les marchés, ça lui coûte moins cher que de faire venir son argent. Même si Trump avait proposé de faire venir l'argent. Avec de moindres taxes. Donc là-dessus, je pense qu'en fait, ils se rejoignent un peu, sauf que Mélenchon a son discours socialiste, donc il tape sur les riches, etc. Mais bon, voilà. Mélenchon aime bien voyager en business class, croyez-moi. Donc, l'un dans l'autre, ça se rejoint. Le système scolaire, même s'il y a un semblant d'opposition, c'est pareil, les deux sont pour redonner un système scolaire digne de ce nom, c'est-à-dire l'éducation dont j'ai parlé et l'instruction, une instruction de valeur, mais avant tout une éducation, que les petits Français soient habillés en uniforme, c'est très bien, qu'ils aillent faire le ménage dans leur classe, un minimum d'éducation, ça rend humble, et ensuite l'instruction, ça va permettre d'acquérir une discipline qui va permettre à l'enfant de recevoir une instruction. Sans discipline,
vous ne pouvez pas recevoir d'instruction. Si vous restez totalement sauvage, vous ne serez jamais réceptif à l'instruction. Donc il faut se polisser et il faut apprendre la discipline afin d'arriver à se concentrer, à écouter et à recevoir une instruction. Les deux, je pense, là-dessus sont d'accord. Après, il y a des points de détail sur le fait de dire comment faire, bon, peut-être, mais l'un dans l'autre, les deux veulent redonner à la France toute sa puissance. D'accord? Parce que ce sont des souverainistes. Donc, ils veulent rendre à la France sa puissance, sa place dans le monde, au niveau culturel, mais aussi bien militaire qu'industriel. Alors, je rappelle qu'une armée forte n'est pas faite pour attaquer, mais pour se défendre, d'accord? Et la défense, c'est la puissance, d'accord? Si vous n'êtes pas puissant, vous ne pouvez pas vous défendre, vous serez écrasé, d'accord? Donc, en général, vous n'allez pas provoquer un mec hyper costaud, vous allez faire attention, d'accord? C'est la même chose pour la France doit être forte militairement pour ne pas se faire agresser, humilier sans arrêt. Le respect est utile. Le respect est utile pour notre bien-être, d'accord, pour notre bien-être national et une fois de plus pour aider les plus pauvres d'entre nous, les plus faibles, dans un bien commun national qui est, avant d'aller faire le ménage à 10 000 km, 20 000 km, faisons-le chez nous. Et une fois qu'on aura fait le ménage chez nous, on pourra aller donner des leçons de morale aux autres, éventuellement, mais pas avant. Voilà, donc ça je pense que les deux sont également sur la même longueur d'onde. Reste maintenant le côté civilisation, le côté culturel, le côté racial, peut-on même dire. Pour Zemmour, il y a une race française, il y a une civilisation française. Bon, Mélenchon, et là c'est son côté indigéniste, il n'y aurait pas de race française, on serait tous créoles, etc. Alors, une fois de plus, on peut tous devenir créoles, à partir du moment où on a une éducation commune et une instruction commune, c'est-à-dire quelque chose qui nous fédère. Mais le problème, c'est que ce n'est pas peut-être la meilleure solution que de faire venir des gens d'Afrique en masse, qui n'ont pas du tout le même système éducationnel que nous, les mêmes intérêts, les mêmes goûts, la même volonté, la même envie. Alors je ne dis pas qu'au bout de 3-4 générations, ils ne changeront pas, mais on va peut-être y aller doucement. On va peut-être pas forcer les choses pour ne pas créer une guerre civile, pour ne pas faire un conflit civilisationnel. Mélenchon, lui, il est quand même dans un milieu social aisé, il a de l'argent, enfin il est un peu protégé. Moi, je dirais, voilà, quoi. Donc c'est facile à dire quand vous êtes riche, qu'il n'y a aucun problème de racisme, etc. Oui, bien sûr, il n'y en a pas, puisque vous êtes entre gens policés, éduqués et instruits. D'accord? Mais si vous faites venir des centaines de milliers de personnes qui n'ont pas d'éducation, pas d'instruction, et en leur disant voilà, maintenant la France c'est chez vous, ça ne va pas bien se passer. C'est-à-dire que les Français, entre guillemets, au plus bas de l'échelle sociale, c'est eux qui vont se prendre en pleine face cette immigration. Et c'est à eux que les riches, comme Mélenchon, parce que Mélenchon est riche, par rapport à un Français pauvre, et il va demander à un Français pauvre de partager le peu qu'il a avec un plus pauvre que lui, alors que Mélenchon, lui, il est dans sa petite tour d'ivoire. Donc ça, c'est tout à fait hypocrite. Au moins là-dessus, Mélenchon est beaucoup plus honnête, puisqu'il a la sensibilité de vouloir aider la classe moyenne française avant d'aider les autres. Ça, c'est un point différent, c'est exact, mais je pense que c'est purement politique pour Mélenchon, parce que je pense qu'il se revendique plus d'un Georges Marchais, ce bon vieux communisme de papa, d'antan, qui était un communisme nationaliste, c'est-à-dire Georges Marchais voulait défendre les travailleurs français, avant de défendre les travailleurs de je ne sais où. Donc ça, à mon avis, c'est juste un peu qui surfe sur cette vague un peu indigéniste, un peu créole, de dire tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau. Mais je pense qu'au fond de lui-même, il veut d'abord protéger la classe moyenne française avant d'aider les autres. Sinon, ce serait totalement immature et irresponsable de sa part. Voilà. Donc voilà un peu le topo. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses communes, ce qui est normal puisque ce sont des souverainistes.
Après, il y a des grandes différences sur la forme, la façon de présenter des choses, ce côté grand remplacement, et après sur le côté de l'islam, où Mélenchon, lui, pour lui, il n'y a pas de problème, tout va bien dans le meilleur des mondes, on n'a qu'à tous se convertir à l'islam, mais le problème, une fois de plus, c'est l'éducation française, l'instruction et l'éducation française. Mélenchon est vraiment pointilleux sur la République française, mais comment voulez-vous que des gens qui ne respectent pas la loi de la République puissent s'intégrer dans cette même République? Voilà, là il y a une contradiction, je veux dire là au moins, pareil, Zemmour est beaucoup plus réaliste et honnête, c'est peut-être parce qu'il est de confession juive et que les juifs français ont eu à faire ce choix-là, ont dû, parce que je rappelle que historiquement les juifs et les musulmans sont beaucoup plus proches que les chrétiens, c'est-à-dire en fait les juifs ont également une loi au-dessus de la loi, ils doivent normalement suivre leur loi, mais les juifs français ont fait ce choix-là, notamment Zemmour l'a fait, et pour lui, la République française, la France, est au-dessus de sa religion, ce qui est logique et normal. Et en fait, il ne demande qu'aux musulmans de faire la même chose, c'est tout. En soi, ce n'est pas très compliqué à un musulman de dire la République française est ma loi, ma religion est d'ordre privé. Et je ne vais pas mettre ma religion, la loi de ma religion, au-dessus de la loi de la République française. Et ça, même pour un Mélenchon, c'est facile à comprendre. Donc, je pense que c'est plus pour se distinguer et autres, parce que les deux, à mon avis, sont d'accord fondamentalement là-dessus. Nous sommes des Français, nous vivons dans un système d'éducation français, sous le respect de la République française, enfin, nous respectons les lois de la République française parce que nous sommes éduqués par cette même République. Ensuite, il y a la civilisation française, chrétienne et européenne, culturelle et ainsi de suite, qui va se greffer à ça. Voilà. Donc voilà, c'est intéressant. Une fois de plus, beaucoup de points communs. Des points divergents naturellement, mais surtout je pense que c'est une volonté de se distinguer. Peut-être le point vraiment très différent, c'est sur les taxations sur les riches. Mélenchon est beaucoup plus socialiste, ça c'est clair, mais je pense que monsieur Zemmour est un gaulliste, donc c'était aussi une sorte de socialisme à la française, hein. De Gaulle était une sorte de socialiste à la française, donc c'est pas si éloigné non plus dans l'absolu, parce que c'est deux anti-mondialistes, les deux ne sont pas des ultra-libéraux. Bon, Zemmour est peut-être un peu plus libéral, capitaliste que Mélenchon, quoique, voilà, mais les deux sont anti-mondialistes, souverainistes, patriotistes, et veulent préserver la France dans sa puissance intellectuelle, militaire, culturelle, et sa présence dans le monde. La France a encore un rôle à jouer. Voyager, quand vous voyagez, vous vous rendez compte que les gens admirent encore la France. La France a un rôle important. Alors bien, et là c'est pas Macron qui a aidé à ça en allant faire la morale à Poutine, mais bon voilà, ça existe toujours, il y a cet esprit français, cette culture française, ce savoir-faire français, cette éducation à la française, cette instruction à la française, cette pensée à la française, cette façon de voir les choses, la poésie française, la culture française, la nourriture, la table française, la galanterie française, etc., etc. Voilà, merci, à très bientôt, au revoir.